Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode de Visionnaire et Bagnole. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sacré morceau, on va s'attaquer au plus grand constructeur automobile que la Terre ait connu. Je parle bien évidemment de Enzo Ferrari. De son nom complet, Enzo Anselmo Giuseppe Ferrari, et qui est né le 18 février 1898 à Modène. Et on va direct commencer avec une petite anecdote marrante. C'est qu'en raison des conditions météo, le jour de sa naissance, en fait Enzo Ferrari il a été déclaré seulement 2 jours après sa naissance. Voilà, petit fun fact comme ça. Son père Alfredo possédait une entreprise de fabrication de poutrelles métalliques. Mais à côté de son activité première, dans les années 1900, il va créer un petit garage. Et c'est un petit garage dans lequel Enzo Ferrari va faire ses premiers pas dans la mécanique. Les années qui vont suivre ne vont pas être tip-top pour Enzo Ferrari, parce qu'en 1914, la guerre mondiale éclate. En 1916, son père et son frère décèdent de la grippe, puisqu'il y avait une énorme épidémie cette année-là. À sa majorité, Enzo va être mobilisé pour la Première Guerre mondiale où il sera affecté au ferrage des mulets. Et en 1918, sa santé est menacée puisqu'il attrape lui-même la grippe aviaire, puisqu'il y a une nouvelle épidémie en 1918 de grippe. Et waouh, ça fait beaucoup quand même en très peu de temps. Une fois la guerre terminée, Enzo va tenter de rentrer chez Fiat, mais en vain. En fait, à cette période-là, pendant la guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un décret qui interdisait la circulation des voitures de particuliers. Du coup, toutes les marques automobiles sont un peu à l'arrêt, ils prennent un coup très dur, au-delà de la guerre mondiale en elle-même, qui de toute façon a fait un coup très dur à l'économie. Et du coup, les entreprises d'automobiles n'embauchent tout simplement pas. Voilà. Mais en 1919, le décret est levé, et Enzo va trouver un emploi de livreur de châssis dans une entreprise qui reconvertit les véhicules militaires en véhicules de particuliers. Lors de ses déplacements, Enzo va rencontrer Ugo Sivocchi, un jeune pilote qui va le pistonner pour qu'il devienne pilote d'essai chez CMN. Il va donc s'installer à Milan, ville où se trouve CMN, et il va côtoyer de nombreux pilotes et constructeurs d'automobiles durant cette période. Et c'est d'ailleurs en 1919 que les courses vont reprendre en Italie, et Enzo, il a envie de s'engager en compétition. Il va donc acheter une CMN 15/20, et convaincre son ami Nino Beretta de courir avec lui. Ils vont donc courir à la course Parme-Poggio di Berceto, désolé si je le prononce mal, c'est pas évident pour le prononcer, et ils vont arriver quand même 4e de leur catégorie et 11e au classement général. C'est pas fou, mais c'est pas mauvais, surtout pour une première course. Et la même année, Enzo il va s'engager à la Targa Florio, rien que ça. Et il finira quand même 9e. 9e à la Targa Florio, c'est vraiment pas mal. La conséquence, c'est qu'il va se faire repérer et qu'il va commencer à courir pour nul autre que Alfa Romeo en 1920, ce qui est un énorme tournant dans sa carrière. Et dès cette année-là, il va remporter une seconde place vraiment impressionnante à la Targa Florio. Par la suite, Enzo ne sera pas connu pour être le plus grand pilote de tous les temps, on va pas se mentir, mais il n'était pas mauvais non plus, faut quand même remettre en perspective la réalité. 2e à la Targa Florio, faut quand même le faire. Donc il n'était pas mauvais, mais c'était pas un crack quoi. Mais dès 1923, par contre, il va prendre beaucoup plus de responsabilités au sein de la marque Alfa Romeo. Et notamment, il va prendre le poste de directeur sportif. Et ça, pas rien. Étant pilote pour la marque, il comprend très bien ce dont les pilotes ont besoin et ce dont la marque a besoin pour gagner. Et ça, c'est important. Et il va notamment être impressionné par l'efficacité des delages et de leur V12, si bien qu'il proposera à la marque de mettre un V12 sous le capot des futurs Alfa Romeo. Bien sûr, un projet comme ça se monte pas en 2 jours. Il faut du temps, il faut embaucher des nouveaux techniciens, il faut créer le moteur, etc. C'est quelque chose qui demande du temps. Et pendant ce temps-là, Enzo il continue de courir pour Alfa Romeo, et il remportera même en 1924 sa plus belle victoire, la Coupe Acerbo des Pescara, et reçoit le titre de Cavaliere. Le 1er décembre 1929, Enzo obtient l'aval d'Alfa Romeo pour partir s'installer à Modène, sa ville natale, afin d'y créer la Società Anonima Scuderia Ferrari. Cette filiale d'Alfa Romeo aura pour but de préparer les voitures de course pour les pilotes de la marque Alfa Romeo, mais aussi pour les propriétaires particuliers de voitures de course Alfa Romeo. Et c'est également à partir de ces années-là que va apparaître un signe assez distinctif de Ferrari, le cheval cabré. Alors il n'y a pas encore tous les cuissons, mais il y a le cheval cabré. Pour la petite histoire, le cheval cabré, il lui vient de son ami d'enfance qui était considéré comme le meilleur pilote de l'aviation italienne.
Le problème, c'est que il va décéder. Et donc, un peu plus tôt dans le fil de mon histoire, Enzo a rencontré la famille de ce pilote, et qui fait partie d'ailleurs des familles les plus nobles d'Italie, et ils vont lui autoriser à utiliser le symbole de leur fils, le cheval cabra. Peu à peu, la légende se met en place. Dès les premières courses, l'écurie Ferrari va faire des miracles. La saison 1930 se solde par 8 victoires. En 1931, la marque Scuderia Ferrari remporte la seconde place au Mille Miglia quand même. Donc là, vraiment, on commence à taper dans des très grosses courses. Et plusieurs victoires sur circuit de montagne, victoire à la Coupe Acerbo et victoire à la Coupe Consuma. Enzo commence à avoir du poids dans le monde de la course. Beaucoup de pilotes commencent à lui faire confiance et ils vont commencer à le surnommer El Commendatore. En 1932, Carlo Felice-Trossi rachète les parts d'Alfredo Cagnato et prend la direction de la Scuderia Ferrari. Cette année est riche en victoires, et pas uniquement en Italie cette fois. On remporte la Targa Florio, on remporte la Coupe Messina, on remporte les 24 heures de Spa, on remporte la Coupe Acerbo, on remporte la Coupe Galenga. Franchement, ça va, on se porte bien chez Ferrari. Une année si bonne qu'en 1933, Enzo va encore de l'avant et déménage à Maranello, dans des nouveaux locaux. Très vite, le caractère d'Enzo va commencer à faire des ravages et les pilotes vont s'enchaîner chez Ferrari entre 1933 et 1936. Il y a beaucoup de pilotes qui vont avoir du mal à s'entendre avec Enzo Ferrari, qui est très dur, très exigeant et qui peut avoir tendance à être très borné. En plus de ça, il y a un concurrent très très sérieux qui va débarquer dans ces années-là, c'est tout simplement Bugatti. Ouais, ça ne blague pas. Mais Enzo, il lâche rien. Il continue de modifier les Alfa Romeo pour les rendre toujours plus performantes, et chaque année, le bulletin, il est positif. En 1935, Enzo décide de se lancer pour de bon et créer une nouvelle voiture dans son intégralité. Bon, il fallait s'y attendre, c'est une monoplace équipée d'un V16 qui s'appelle la Bimotore, et malheureusement, elle est trop lourde, elle a des problèmes de pneumatique, et créer une voiture, ça se fait pas comme ça. Et donc forcément, Enzo, il le savait. Et donc il n'a pas été bête, il n'a pas uniquement engagé cette voiture, il a aussi engagé toujours les Alfa Romeo. Et donc le bulletin de l'année reste positif malgré cet échec personnel. En 1936, Enzo crée une seconde voiture, et celle-ci, il va l'appeler Ferrari. Et celle-ci, elle va tenir tête au monstre Mercedes, ce qui est quand même vraiment pas mal. C'est chose faite, Enzo est désormais considéré comme un constructeur talentueux et prometteur, comme un homme têtu, coriace et volontaire. Mais en 1937, vous le savez bien, la politique mondiale est en train de se corser. Mussolini, le dictateur italien, tente alors d'instrumentaliser la Scuderia Ferrari, ce qui bien évidemment ne va pas plaire à Enzo, et d'ailleurs, ça va pas plaire non plus à Alfa Romeo. Et donc ils vont se mettre d'accord pour que Enzo retourne travailler à Milan. Il perd alors son indépendance et travaille sur la formule de Grand Prix d'Alfa Romeo. Mais au cours de l'année, les choses continuent de se corser, la Scuderia Ferrari est absorbée par la filiale Alfa Corse. L'ensemble des pièces et du matériel présent à Maranello est rapatrié à Milan. Bref, Enzo finira par vendre la Scuderia Ferrari à Alfa Romeo. En 1938, la pression des régimes fascistes sur Alfa Romeo augmente encore, si bien que certains des plus grands noms d'Alfa Romeo quittent le navire. Et en 1939, Enzo, tenant à son intégrité, à sa liberté, va quitter Alfa Romeo à son tour en déclarant qu'il ne souhaite pas abdiquer mes convictions. Il sera alors forcé de signer un contrat de non-concurrence contre une belle somme d'argent quand même, mais il est obligé de signer ce contrat. Il retourne alors à Modène où il récupère son ancien atelier et produit des pièces d'avion et d'automobile. Un petit groupe de ses anciens mécaniciens, qui sont fidèles à Enzo, vont le rejoindre et ils vont secrètement commencer à travailler sur un projet d'automobile de course. Oui, secrètement parce que normalement, ils sont pas censés le faire. C'est seulement en 1947, après la Seconde Guerre mondiale, que Ferrari sortira sa première voiture, la Ferrari 125S. Ceci est le point de départ d'une longue et glorieuse histoire. Ferrari, dirigé d'une main de fer par Enzo, qui semblera être quasiment toujours capable de faire les bons choix, va remporter de très nombreuses courses en F1, mais aussi en endurance. La première victoire au championnat du monde de Formule 1 arrivera très vite, en 1951. Enzo ne devient pas seulement la figure du monde automobile qu'on connaît tous,
mais il va aussi devenir celui qui aura relevé la province de Modène à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Son entreprise, qui est fleurissante, va embaucher à tour de bras. Tout le monde va l'apprécier, tout le monde va l'aimer, tout le monde va le respecter et parfois même aller jusqu'à l'idolâtrer. Il est considéré comme un dirigeant passionné, honnête et juste qui traite bien ses employés. Et ça va même des fois aller un peu trop loin parce que Enzo, c'est un être humain, il a ses vices. On sait notamment que il a ce côté un peu rude, un peu qui dit ce qu'il pense. Très fermé sur ses positions. Et puis aussi, par exemple, c'est une notoriété publique qu'il trompait sa femme, et c'est des choses dont personne n'osait parler parce que c'est le grand Enzo, c'est le respectable Enzo Ferrari, et donc on ne va pas évoquer ces choses-là. Donc il y avait quand même un côté un peu trop, qui allait un peu trop loin. D'ailleurs, pour illustrer un peu son côté exécrable, etc., on peut parler de Ferruccio Lamborghini, par exemple, qui construisait des tracteurs, qui avait acheté beaucoup de Ferrari, qui décide d'aller voir Enzo pour lui dire qu'il y a un problème avec les embrayages et qu'il aimerait bien travailler avec lui pour améliorer les embrayages, et Enzo Ferrari qui lui répondra retourne à tes tracteurs, grosso modo. Suite à ça, Ferruccio Lamborghini créera la marque Lamborghini. C'est quand même con pour Ferrari. Mais bon, c'est comme ça, c'est Enzo Ferrari. En 1956, un drame va affecter le grand Enzo, la mort de son fils, Dino. Il racontera plus tard avoir été dévasté à ce moment et qu'il a failli tout arrêter. Mais son fils Dino était tout aussi passionné que lui, il est mort à 24 ans, et il avait déjà commencé à créer un moteur, un V6. Et d'ailleurs, on retrouvera plus tard ce V6 dans la gamme, c'est tout simplement le V6 Dino, donc on retrouvera dans la Ferrari Dino 206S, et qu'on retrouvera aussi dans les Dino de course. Voilà, donc sympa. Ferrari va bien évidemment dominer le monde de la course, ça on le sait tous. Mais il va aussi y avoir des coups durs qui devront être encaissés, comme par exemple la faillite imminente de Ferrari dans les années 60. Oui. En fait, Enzo, qui est trop passionné, si je puis dire, dépense sans compter pour développer des voitures de course. Et il se retrouve dans une situation où il a produit la merveilleuse Ferrari 330 P3, magnifique, mais il n'a plus un rond. Il n'a plus un rond. C'est dans ces moments-là qu'on comprend à quel point Enzo était fait pour diriger. C'est que même dans ces moments-là, Enzo va faire preuve d'une intelligence remarquable. Et il va utiliser Ford pour faire grimper les prix du rachat avec Fiat. Et donc il sera racheté avec des meilleures conditions et un meilleur prix auprès de Fiat. Mais bon, par contre, vous connaissez la suite, vous connaissez les conséquences de ça. Ford va se sentir humilié et développer la GT40 pour aller battre Enzo. Chose qu'il réussira du moins aux 24 heures du Mans, parce qu'en réalité... c'est beaucoup vanté, mais il faut savoir quand même que Ferrari a gagné derrière des courses contre la GT40, sans problème. Donc la GT40 n'a pas été championne du monde d'endurance pendant X années. Elle a gagné les 24 heures du Mans pendant X années, ça c'est un fait, c'est déjà très très bien. Mais voilà. Donc oui, la GT40 a battu Ferrari en soi, l'objectif était atteint, c'était de battre Ferrari aux 24 heures. Enzo Ferrari décédera le 14 août 1988, laissant derrière lui comme dernière création la Ferrari F40, qui, à l'image de son créateur, a révolutionné le monde automobile. Bonsoir, il était sans doute l'Italien le plus connu dans le monde. Il était aussi celui qui a fabriqué quelques-uns de nos plus beaux rêves d'enfance. Enzo Ferrari est mort hier à 90 ans. Son nom n'était pas seulement celui d'une marque automobile, il était aussi la griffe d'un grand créateur, d'un artiste. Pendant près de 50 ans, ses voitures ont couru sur tous les circuits du monde, presque tous les grands pilotes ont conduit pour lui, et ses voitures ont gagné toutes les grandes courses. Je vous parlais d'Enzo et de ses petits problèmes de tromperie par rapport à sa femme. Et il se trouve qu'à la mort de Enzo Ferrari, celui qui va prendre la tête de Ferrari, c'est son fils caché qui l'aura révélé juste avant de mourir, Piero Lardi. Son décès va être suivi un mois plus tard, c'est assez incroyable comme histoire, d'un doublé Ferrari au GP d'Italie, alors que Ferrari perdait tous les GP de cette saison face à McLaren. Et comme de par hasard, un mois après la mort de Enzo Ferrari, doublé Ferrari. C'est beau. Et des hommages, il y en a eu beaucoup. Vraiment beaucoup. La nouvelle de son décès a fait trembler le monde de l'automobile, et pas que. C'est vraiment quelque chose qui a été diffusé un peu partout. Aujourd'hui, Maranello et Modène, ce sont des hommages à part entière à Enzo Ferrari. Il y a des peintures et des statues de lui, de ses voitures, de ses emblèmes absolument partout dans ces villes-là, et c'est assez incroyable. L'ambiance qui règne dans ces villes
quand on est passionné et qu'on va là-bas, c'est fou. Voilà, c'est complètement fou. Aujourd'hui, Ferrari, c'est pas moins de 16 titres de champion du monde des constructeurs en Formule 1, 15 titres de champion du monde des pilotes en Formule 1, 243 victoires en Grand Prix, 806 podiums, 1073 participations en Grand Prix, 12 titres de champion du monde en endurance, 10 victoires aux 24 heures du Mans au général. Ferrari est encore et toujours la marque la plus titrée de l'histoire du sport automobile. Alors, on peut se demander pourquoi Enzo Ferrari est devenu à ce point bien plus célèbre, bien plus idolâtré et bien plus mythique que tout autre constructeur de voitures. Il est vrai que certains d'entre vous vont me dire « moi je préfère Porsche, je préfère Mercedes, etc. » Je comprends, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'Enzo, c'est le seul constructeur d'une marque mythique qui faisait de la course, à avoir été en vie et directement impliqué dans le succès de sa marque au cours de l'âge d'or de l'automobile. J'appelle l'âge d'or de l'automobile, je me base tout simplement sur les faits, donc les cotes, les histoires qui sont les plus diffusées, qui sont les plus lues, qui sont les plus passionnelles entre guillemets. Tout ça, ce sont des voitures qui ont été créées entre 1950 et 1975. C'est tout, surtout en endurance. Donc les 24 heures du Mans, etc. Tout ça, pour moi, c'est vraiment l'âge d'or de l'automobile. 250 GTO, 300 SLR, les Maserati, 250S, 300S, 450S, les Aston Martin DB4 GT Zagato, les Ford GT40, tout ça, c'est dans ces années-là. Les Porsche 917, tout ça, c'était dans ces années-là. Et à cette époque, Carl Benz, il est décédé, Lionel Martin, il est décédé, Ettore Bugatti, il est décédé, Ferruccio Lamborghini, il n'a jamais construit de voiture de course. Voilà. En fait, il y en a un seul qui aurait pu rivaliser avec Enzo Ferrari, qui aurait pu devenir aussi célèbre qu'Enzo Ferrari, qui aurait pu être idolâtré autant qu'Enzo Ferrari, c'est Ferdinand Porsche. Le problème, c'est que Ferdinand Porsche, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris des positions politiques qui allaient à l'encontre de l'éthique, et donc cet homme ne peut tout simplement pas être idolâtré ou respecté en tant qu'un grand homme. Ce qui fait qu'Enzo Ferrari est le seul qui reste. C'est le constructeur automobile le plus mythique de tous les temps, parce que c'est lui qui était là et qui dominait tout le monde au moment de l'âge d'or de l'automobile. Ferrari nous a construit certaines des plus belles voitures de l'histoire de l'automobile, 250 GTO, 250 Testarossa, 750 Monza, 275 GTB, 250 GTSW California Spider, 330 P4, il y en a trop, je peux même pas toutes les citer, c'est énorme. Ferrari, c'est énorme. Tout ce qui a été créé par Ferrari, c'est de la folie. Il a marqué l'automobile comme personne. Personne n'a laissé une empreinte aussi frappante sur l'automobile. Alors bien sûr qu'il y a des marques qui ont fait des choses extraordinaires, Porsche, Aston Martin, Jaguar, Maserati, il y a eu des marques qui ont fait des choses vraiment excellentes. Mais personne n'a marqué l'histoire comme Enzo Ferrari. Ferrari, je pense que vous l'avez compris, pour moi c'est la plus grande marque automobile de tous les temps. Je peux comprendre que certains considèrent que ce n'est pas le cas. C'est, n'empêche, la marque qui me fait rêver depuis que je suis gamin et qui continuera à me faire rêver. Alors, Enzo, merci pour tout. Et je vais vous laisser sur cette citation. J'ai consacré ma vie entière à l'automobile, ce triomphe de la liberté pour l'homme.